Ouais, ça va, je suis beau gosse. Hello. Bienvenue pour cette nouvelle chronique en roue libre. Je ne suis pas toujours complètement habitué à parler qu'à la caméra, mais je vais faire un effort. J'ai lu tout récemment la pièce de théâtre, je vais pas faire de suspense, c'est absolument absurde parce que vous l'avez sûrement vu dans le titre. Harry Potter et l'enfant maudit, le prétendu huitième tome des aventures d'Harry Potter. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Hmm. Si vous suivez régulièrement la chronique du lecteur, vous devez savoir que la première série de bouquins que j'ai lu dans ma vie, après Zip, le chien extraterrestre, qui est mon premier livre de ma vie évidemment, sont les Harry Potter. C'est un petit peu eux qui m'ont amené à la lecture telle que je la consomme aujourd'hui, c'est-à-dire à apprécier la lecture. C'est grâce à J.K. Rowling que j'ai commencé à vraiment apprécier la lecture, et c'est grâce à King que je suis rentré dedans, mais on s'en fout, là c'est un autre sujet. Un huitième tome d'Harry Potter, je l'attendais. J'attendais un huitième tome depuis plusieurs années. Est-ce que je suis content de ce que j'ai découvert dans ce huitième tome? Enfin, dans ce prétendu huitième tome. Peut-être vous faire un petit historique avant. Ce qui nous est aujourd'hui vendu comme un huitième tome officiel de la saga Harry Potter est en réalité un texte, un scénario pour une pièce de théâtre. À Londres, le tome Harry Potter et l'enfant maudit a été monté sur scène. D'ailleurs, je sais pas si vous vous en souvenez, à l'époque, quand le casting a commencé à éclore un petit peu partout, il y a eu un grand tollé concernant le choix de l'actrice qui joue Hermione. Car, oh mon dieu, ils ont choisi une femme noire pour jouer Hermione qui est blanche dans les livres. Alors, personnellement, ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre. Du moment que le rôle est bien fait, je me dis, bon, j'ai un petit truc pour Emma Watson depuis mon adolescence, mais bon, ça, on n'en parle pas. Donc, je disais, du moment que le rôle est bien fait, bien tenu, que l'actrice assure, qu'elle soit blanche ou noire, ça, c'est un faux débat. C'est vraiment un faux débat. C'est comme ce qu'il y a un petit peu en ce moment avec l'adaptation de La Tour Sombre de Stephen King, où Idris Elba va jouer Roland et je lis des choses absolument odieuses sur internet sur ce choix. C'est complètement con. Du moment que c'est un choix artistique et pas un choix pour remplir des quotas, j'aime pas trop ça, mais bon, c'est vrai. Comme pour les 4 Fantastiques, le dernier film des 4 Fantastiques qu'il y a eu, où ils ont changé Johnny Storm, qui est un blond aux yeux bleus, en. Je ne sais plus son nom, le petit jeune qui joue dans Creed, je vais sûrement le mettre là ou là. Là, on a plus l'impression que c'est juste pour avoir le blague de service, et ça me dérange. Ça me dérange parce que je sais pas pourquoi on a ce débat absurde de oh non, il est noir, oh non, il était blanc avant, on va le transformer en noir, ou je vais sur un terrain sensible là. Hein. Là, je digresse, hein, je vous parle pas d'Harry Potter, c'est parce que j'ai pas envie de vous en parler. Enfin, j'ai envie de vous en parler, mais j'ai pas envie de vous en parler parce que j'ai été incroyablement déçu par ce huitième tome. Mais alors d'une force, mais je pense que vous imaginez même pas à quel point. Le genre de déception que l'on peut ressentir lorsqu'on aime vraiment quelque chose, ou quelqu'un, et que cette personne ou que cette chose vous déçoit terriblement. En fait, c'est pas vraiment l'histoire en elle-même qui est très mauvaise. Hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai détesté l'histoire du livre. La chose qui me déçoit terriblement, c'est que J.K. Rowling ait mis son nom sur ce truc. On ne reconnaît pas les personnages, on ne reconnaît pas l'univers. Il y a le côté nostalgique qui revient forcément dans ta gueule quand tu commences à lire les premières pages qui sont, s'il me semble, il faudrait que je vérifie dans mon. Je regarde là-bas parce qu'il y a ma bibliothèque en fait. Il faudrait que je regarde dans ma bibliothèque le 16e tome, j'ai l'impression que l'introduction du livre est en fait la conclusion du dernier tome. C'est-à-dire Harry, plus vieux, qui amène ses enfants pour la première fois au Poudlard Express pour qu'ils aillent à Poudlard. En gros, avec Yaron, Hermione, il voit Drago. Mais même si c'est ça, il y a des choses qui actées à la fin du tome 7 qui ne se retrouvent pas du tout dans cette histoire absolument pourrie. La fille de Lupin et de Tonks, je crois que c'est Tonks, la fille qui a les cheveux qui changent de couleur, je vérifierai après et s'il y a un problème, je corrigerai au tournement. Elle n'est pas présente dans le texte. Alors c'est tout con, mais bon, si on reprend là où ça s'est arrêté, ce personnage aurait dû exister dans cette suite. Surtout que si je dis pas de conneries, c'est Harry et Ginny qui récupèrent le psy. Tout à l'heure j'ai dit que c'était une fille, mais maintenant je me demande si c'est pas un petit garçon. Il faudrait vraiment que je bosse mes épisodes en roue libre parce que là ça devient ou au moins J.K. Rowling aurait dû non pas nous présenter un huitième tome d'Harry Potter comme ça, avec juste le texte de la pièce de théâtre. Je vous montre un petit peu. Voilà, vous voyez, il y a le nom, il y a le texte, il y a le nom, il y a le texte. Elle aurait dû retaper un livre entièrement, parce que on sent qu'il y a une espèce d'effort absolument absurde pour nous faire rentrer dans l'histoire, avec des détails qui n'ont rien à foutre dans une pièce de théâtre. Par exemple, tout con, c'est pas vraiment un spoil, c'est même pas du tout un spoil. Je cherche, hein. Ah, là, on y est. En gros, c'est Harry Potter qui quitte son poste au ministère de la magie. Il est ministre de la justice de la magie. En gros, le mec, quand il était jeune, il voulait devenir détective, en gros, Aurore. En gros, les Aurores, ce sont ceux qui chassent les mange-morts, donc les disciples de Voldemort, ainsi que tous les mages noirs, les sorciers sombres, ceux qui pratiquent la magie noire. Genre des détectives privés super cool. Et il est devenu Manuel Valls. Il est devenu ministre de la justice de la magie. Alors,
certes, c'est cool, mais c'est pas vraiment ce que voulait le personnage. Donc c'est désolant déjà de voir qu'il a perdu ses rêves et son enfance en cours de route. Donc je vous disais donc, les détails absolument absurdes, c'est un exemple qu'on peut trouver dans ce texte, qui n'ont rien à foutre pour une pièce de théâtre parce que ça n'a aucune incidence sur le reste du récit. Il rentre dans sa cabine téléphonique pour se téléporter hors de son bureau, comme dans les bouquins, et compose sur le cadran le numéro 62442. Alors peut-être que ça a un impact quelconque sur les bouquins. Je les ai pas lus récemment, je les ai lus vraiment il y a des années. J'ai pas envie de les relire tout de suite pour confirmer ça, mais dans le récit tel quel dans le tome 8, ce détail n'a absolument rien à foutre là. Surtout que c'est censé être une pièce de théâtre. Ce détail n'a absolument rien à foutre ici. Et ce genre d'exemple, il y en a plein tout au long du bouquin, et ça me casse, mais alors sévèrement les couilles. Soit tu écris un bouquin, soit tu écris une pièce de théâtre, ma grosse, tu peux pas faire les deux. Donc, juste pour vous faire le pitch de départ, Harry amène ses enfants au Poudlard Express. Son second fils, Albus, a peur de tomber à Serpentard parce que le premier fils de Harry, James, est en train de lui dire ouais, tu vas tomber à Serpentard, tu vas être la loose de la famille. En gros, tous les Potter, ils ont été à Gryffondor. Donc le petit commence à flipper sa race, il va dans le Poudlard Express, il se lie étrangement d'amitié avec le fils de Drago, qui s'appelle Scorpius, parce que on est des méchants, donc je m'appelle Drago, mon fils s'appelle Scorpius, mais on a changé, mais on est quand même des méchants. Qui est, en fait, Scorpius est un gentil neuneu. Alors ça, je m'y attendais pas du tout, que ce soit un gentil neuneu. Je m'attendais pas à ce que ce soit une petite garce comme son père. Mais quand même, je sais pas, ça fait bizarre d'avoir... Si vous considériez que Ron était l'élément comique de la saga d'Harry Potter, encore une fois, je pointe ma bibliothèque, vous ne la voyez pas, c'est complètement con. Si vous considériez que Ron était l'élément comique de la saga Harry Potter, là, l'élément comique, c'est Scorpius Malfoy. Ça va, lui. Et donc, arrivé à Poudlard, qu'est-ce qui se passe? Le fils d'Harry Potter finit à Serpentard. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est horrible. D'ailleurs, son fils devient un émo par la suite. Il dit une sorte d'émo tout sombre, qui en a marre que son père, Harry Potter, soit toujours sur ses basques. Tout le monde se fout de sa gueule. Il se sent comme un reclus, alors qu'il n'y a pas de raison. Mais bon, c'est pour le scénario, donc on va dire ok. Sauf que la motivation qui va suivre des personnages qui va monter l'histoire, qui va vraiment faire monter la mayonnaise dans l'histoire, pue du cul. Mais le récit pue du cul, mais d'une force. J'ai pas envie de vous en dire plus, mais je vais le faire quand même. Donc attention, je vais vous en dire un tout petit peu plus. Amos Diggory, le père de Cédric Diggory, qui était joué dans le film, pour ceux qui n'ont vu que les films, par Edward Cullen. Je me rappelle plus son nom, il vient de me sortir de la tête, je l'avais... tous les soirs, j'embrasse mon poster d'Edward Cullen qui est là-bas, je l'avais dans la tête. Cédric Diggory est mort lors du 4ème tome. Pendant l'épreuve des 3 sorciers, à la fin, quand il se retrouve face à Voldemort. Si je vous ai spoilé Harry Potter 4, fallait le lire avant, il est sorti il y a un bout de temps, je suis désolé, je m'en veux. Amos Diggory vient voir Harry Potter pour lui demander s'il n'y a pas un retourneur de temps. Parce que les retourneurs de temps ont été détruits pendant la Grande Guerre des Sorciers. Alors je sais pas si c'était dans les bouquins, il me semble pas. Il me semble pas que ce détail soit dans la... C'est peut-être dans Pottermore, le truc qui est sur internet, où ça rajoute des chapitres et des conneries comme ça, mais c'est qu'en anglais, je crois. Il y a peut-être des sites français qui l'ont traduit, mais je les ai pas lus. Donc il va lui demander, en gros, s'il a un retourneur de temps pour ramener à la vie son fils Cédric. Pour le revoir, enfin c'est très trouble ce qu'il veut. Et il est accompagné par sa nièce, Delphi. Albus et Scorpius se mettent dans la tête de voler le retourneur de temps que Hermione et Harry a récupéré, parce que Harry certes il est au ministère de la magie, mais il se la joue un petit peu détective, on le voit pas faire, on le voit juste qu'il revient à un moment avec une espèce de cicatrice sur la joue. Il va constamment sur le terrain, vous voyez, c'est genre un Manuel Valls mais qui va constamment sur le terrain dans les cités sensibles. Et donc il a récupéré un retourneur de temps qu'un mec avait fabriqué qui ne peut aller dans le temps que je crois qu'il y a une limite d'une heure ou de 5 minutes. Alors je sais que c'est une putain de fourchette entre les deux, c'est même plus une fourchette, c'est un râteau. J'ai pas envie de relire des passages là, complets là, pour vous confirmer ça. Albus a entendu la conversation comme quoi son père avait ce retourneur de temps, et il se met en tête de le prendre pour remonter le temps, pour changer le fait que Cédric Diggory soit mort. Voilà la trame du livre. Et là va s'en suivre une série d'échecs. On suit énormément Scorpius et Albus. Une série d'échecs pour ces personnages qui vont certes réussir à changer un élément du passé, mais ça va provoquer des mondes parallèles. Enfin, deux mondes parallèles, parce que techniquement il n'y a que deux tentatives. Après c'est autre chose. Qui fait des petits changements, pas énormes, on va dire, pas aussi énormes que le deuxième changement. On va dire que c'est le seul moment qui m'a un petit peu réveillé, c'est quand j'ai vu le deuxième monde parallèle qui a un monde despotique. Où Voldemort aurait gagné, où Rogue serait encore vivant. Donc forcément ça devient intéressant. Moi j'adore les séries. Moi je suis un grand fan des séries comme Sliders ou
Bah, Code Quantum, c'est pas les mondes parallèles. Mais je suis un grand fan des séries comme Sliders où tu vois des mondes parallèles. J'adore l'idée des mondes parallèles. J'adorais la série de Marvel, de comics Marvel qui s'appelait Exilé, où c'est des personnages issus eux-mêmes de différents mondes qui voyagent dans des mondes parallèles et tu vois des versions différentes et changer de tes personnages habituels. Et ça, c'est super cool comme histoire. Donc ce passage-là m'a un petit peu réveillé, m'a intéressé, sauf que ces passages-là sont beaucoup trop ambitieux pour une histoire qui est censée se passer sur une scène de théâtre et pour être traitée en uniquement 6 ou 7 pages. Tu peux pas voir l'étendue d'un monde parallèle en 6 ou 7 pages uniquement par les dialogues. C'est vraiment du gâchis. Ces passages-là sont du gâchis parce que ça aurait pu être vachement intéressant à suivre ça. Ça aurait pu être absolument top. Mais les personnages de Albus, de Scorpius, ne sont pas attachants. Et c'est ça le plus désolant. On nous les met en avant. Vous savez, j'en ai parlé avec ma sœur, Salomé, qui est une spécialiste d'Harry Potter. Un jour, peut-être qu'elle participera à un épisode avec moi parce que elle est capable, elle, de vous parler d'Harry Potter pendant des heures. Et on arrivait à la conclusion, d'ailleurs c'est elle qui l'a amené, et j'étais tout à fait d'accord avec elle parce que j'arrivais pas à trouver ce qui me dérangeait plus dans l'étendue du livre. On arrivait à la conclusion que l'histoire ressemblait plus à une fanfiction qu'à une vraie histoire d'Harry Potter. Il est marqué en fin de bouquin que l'histoire est signée, et même c'est marqué là, par J.K. Rowling, John Tiffany et Jack Thorne. J.K. Rowling, John Tiffany et Jack Thorne. À mon avis, c'est Jack Thorne et John Tiffany qui ont écrit l'histoire. Et J.K. Rowling est venu rajouter son nom. Donc je peux pas juger, peut-être que sur scène ça vaut le coup, parce que de ce que j'ai compris, il y a énormément d'effets spéciaux. D'ailleurs je vois pas comment on pourrait faire autrement, parce que vu les scènes qu'on nous présente là-dedans, il fallait des effets spéciaux. Genre des putains d'effets spéciaux à la David Copperfield. Donc peut-être que sur scène, avec les effets spéciaux, ça peut être sympa, jamais il y a la musique, jamais il y a ça, mais ça marche pas. En gros, moi, voilà comment je vois ça. L'histoire est une fanfiction approuvée par J.K. Rowling pour continuer de faire vivre la licence, même si elle n'en avait pas besoin. Ça fait toujours un truc de plus pour qu'Harry Potter vive, on va dire, à travers le théâtre. Et la pièce de théâtre, même si je ne l'ai pas vue, on dirait plutôt que c'est un spectacle de magie qui aurait eu le tampon Harry Potter. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a tout l'emballage chocobon. Ah voilà, bon, j'ai le machin. C'est un emballage de Kinder Surprise, d'accord? Et dedans, c'est un œuf au chocolat de Leader Price. Vous voyez? C'est pas top. Il y a tu l'ouvres, tu fais oh putain, c'est un Kinder Surprise. Je vais adorer manger ce petit Kinder Surprise. Et quand tu manges, je fais il a quand même un petit goût de cul chocolat. Pour être honnête avec vous, au début, j'avais pensé être vachement teigneux concernant ce bouquin, que je l'avais annoncé sur Twitter en disant je vous mettrai le message là ou là. Dans ma prochaine chronique, je serai teigneux, mais genre vraiment. Et après l'avoir lu, après l'avoir digéré, parce que j'ai pas fait l'épisode tout de suite après l'avoir lu, là j'ai attendu 2 jours. Le mec est fou. C'est un petit peu redescendu, même si ça m'énerve énormément quand même. Je vous l'avoue que ça m'énerve énormément parce que c'est pas un 8ème tome. Ce n'est pas un 8ème tome d'Harry Potter. Ce n'est pas le 8ème tome que j'aurais voulu, ça je l'accorde. Peut-être que c'est un 8ème tome pour beaucoup de gens, ça je comprends tout à fait que des gens aient pu apprécier ce bouquin. Pour moi, c'est pas ça un 8ème tome d'Harry Potter. J'aurais voulu que la suite d'Harry Potter se déroule comme à l'époque je me l'étais imaginé, comme ce que nous promettait avec de gros guillemets J.K. Rowling à la fin du bouquin du tome 7. Harry devient Aurore. On suit des aventures d'un détective de la magie. Vous imaginez comme ça aurait été classe? Un détective privé, donc Harry Potter, avec tout son bagage, avec tout ce qu'il a vécu, qui vit des aventures, qui fait des enquêtes autour de Poudlard, dans le chemin de traverse. Vous imaginez comme ça aurait été classe? À part ça, on se retrouve avec Manuel Valls et ses enfants dépressifs. Forcément, ça fout un coup, quoi. Autre chose qui m'a énervé, c'est le fait que tu ne reconnaisses pas les personnages qui ont déjà été établis dans les bouquins. Que ce soit dans leurs idées, dans leur façon de parler, dans leur façon de se comporter. Certes, il y a du temps qu'a passé Harry Potter a maintenant 40 balais. Par exemple, quand Harry discute avec le portrait de Dumbledore, ils disent un peu des grosses conneries, quoi. Un tout petit peu. Et je veux pas en dire plus parce que, voilà, je préférerais que vous le lisiez, que vous fassiez votre propre avis, même si je ne vous le conseille pas. Si vous avez aimé Harry Potter, je ne vous le conseille pas. Pas à 21 balles. Surtout pas à 21 balles. Attendez la version poche. Ou alors attendez la version poche. Ou alors louez-le. Donc, en fait, à chaque fois que je vais faire un épisode en roue libre, je vais vous dire louez-le. Ça vaut pas le coup de l'acheter. Pas au prix. Et on retrouve aussi des choses absolument cons comme Drago continue encore et toujours de faire sa pute avec Harry Potter. Il continue de lui lancer des petits pics. Femme aussi lance des petits pics à Harry Potter. Je sais pas qu'elle insiste dessus, mais à un moment elle lui dit ouais, je te connais quand tu fais ton Harry Potter. Genre Harry Potter il passe son temps à dire ouais, je suis l'enfant qui a survécu, attention, waouh 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 waouh. Pas du tout, mais alors pas du tout. Harry Potter c'est pas un mec qui se la pète, Harry Potter c'est un mec qui passe son temps dans les bouquins à se battre seul contre vents et marées. Même ses amis Ron et Hermione parfois ne le soutiennent pas. Et il est obligé tout seul, alors que même Dumbledore est censé être son mentor, il le laisse complètement crever. Il le dit, je crois, dans le tome 7. C'est Rogue qui parle avec Dumbledore, qui dit vous avez amené cet enfant comme un porc à l'abattoir.
pour qu'il affronte Voldemort, parce que Dumbledore savait tout, mais il ne lui a rien dit. Et c'est ça Harry Potter, c'est un mec qui a passé son temps à se battre seul. Et d'ailleurs, bon, je vais vous spoiler un petit peu la fin, à partir de maintenant là. Je vais même vous dire qui est le méchant. Donc bon, avancez dans la vidéo, coupez la vidéo, mettez un pouce bleu, mettez un pouce vers le bas, envoyez-moi des photos de vous à poil. À la fin, on apprend, je vais pas vous dire. Ah si, je vais vous le dire, je suis con, moi. À la fin, on apprend qu'en fait, Delphi, la nana qui apparaît comme la nièce d'Amos Diggory, est en réalité, accrochez-vous bien, la fille de Voldemort. Ah oui, Voldemort a une fille avec Bellatrix Lestrange. Elle veut tuer Harry Potter. Ça, c'est la première partie de son plan. Hein. Donc c'est super original déjà pour commencer. Et la deuxième partie de son plan, parce que forcément ça ne marche pas, hein, le fait que Voldemort à l'époque puisse tuer Harry Potter, ça ne marche pas. Elle décide de remonter le temps jusqu'au 31 octobre 1981, donc à la mort des parents d'Harry. Non pas l'aider à tuer Harry bébé, mais pour l'empêcher de tuer les parents d'Harry et d'essayer de s'en prendre à Harry bébé, pour que Voldemort ne meure pas en 81 et qu'il devienne de plus en plus puissant. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand Harry, ils ont un plan, mais alors il y a Albus et Scorpius qui sont coincés en 1981 parce qu'ils sont bottés le cul par Delphi. Quand Harry et compagnie, quand j'ai compagnie, c'est Harry, sa femme Ginny, Ron, sa femme Hermione et Drago, parce que Drago il finit par les rejoindre, ça fait un joyeux gang de tête de nœud. Et ben tous ils partent en 1981 pour sauver les gosses et affronter Delphi. Et en fait, quand Harry décide subitement. Enfin, c'est pas qu'il décide subitement, c'est que subitement on découvre aussi des nouveaux pouvoirs aux personnages. Genre, comme dans Star Wars et l'Empereur, les sorciers peuvent lancer de l'électricité par le bout de leurs doigts comme ça et peuvent voler s'emballer. Alors je me rappelle pas avoir vu ça. Je sais qu'ils peuvent transplaner. Je sais que Voldemort transplanait, mais de là à ce qu'il volait, s'emballer, je me rappelle pas avoir vu ça quelque part. Sauf dans les films. C'est ça aussi, ça me dérange. C'est qu'on a l'impression que la personne qui a bossé là-dessus a essentiellement regardé les films. Il n'a pas forcément lu les bouquins. Après, moi, je les ai lus il y a longtemps, donc peut-être que je fais des erreurs. Mais quand Harry Potter, en gros, se retrouve face à Delphi, la fille de Voldemort, donc ça veut dire que Voldemort a appelé sa fille Delphine. Bon, j'ai rien contre ce prénom, j'ai des amis qui s'appellent Delphine, mais quand même, c'est complètement con, quoi. Et donc leur plan à toute cette joyeuse bande de cons, c'est de transformer Harry en Voldemort sans utiliser du polynectar. Juste en utilisant leur baguette magique. Comme ça, apparemment, on peut modifier les gens au point qu'ils ressemblent à quelqu'un d'autre pendant un certain temps sans faire du polynectar. Donc, quand Harry se retrouve face à Delphi à la fin, et qu'il la voit voler et tout ça, et qu'il fait oh, est-ce que c'est. Parce qu'il est dans la peau de Voldemort. Hein. Là, je rate mon retour parce que je me dis que je vais avoir une tête de con. Et quand il se retrouve donc dans la peau de Voldemort et qu'il se prend pour Voldemort pour la berner comme une enfant, il lui dit est-ce que c'est moi qui t'ai appris à faire ça? Et qui se fait botter le cul, il dit cette phrase qui est absolument. En gros, elle ferme la porte de l'église où ils sont tous réfugiés pour pas que ses amis viennent le rejoindre et l'aider. Qu'il a plus sa baguette, qui s'est fait enlever comme ça par un sort. Et qui commence à se battre un peu avec elle comme ça, et qu'il y a son fils au milieu qui est là. Il y a son fils qui va ouvrir la porte avec Alohomora, et en gros, il dit cette phrase qui est complètement con. Il dit je me suis jamais battu seul. J'ai toujours eu mes amis avec moi. Alors oui, Harry Potter a eu ses amis. Fondamentalement, Harry Potter a toujours été un personnage solitaire. Ça lui a fait beaucoup de bien d'avoir ses amis, mais à chaque fois qu'il y avait une grosse épreuve dans sa gueule, ou qu'il avait des intuitions ou quoi que ce soit, il y allait toujours par lui-même. C'était toujours lui qui faisait le boulot. On attendait de lui qu'il fasse le boulot, et il le faisait. Dumbledore a tout misé sur lui, et il a eu raison. Pourquoi? Parce qu'il avait des couilles, ce gosse, même quand il était petit. Et là, d'un coup, il dit, ouais, c'est grâce au pouvoir de l'amitié. Et des morales à la con de genre, elles emplissent la fin du bouquin, mais d'une façon incroyable. Il n'y a que des morales à la con de ce genre. Alors, certes, le pouvoir de l'amitié, c'est très important, pas quand ça va contre les personnages et ce qu'ils sont à l'intérieur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on dirait qu'il est flat dans le sens du poil à ses amis. Pour dire, et c'est grâce à vous, quand même, que j'ai vaincu le Seigneur des Ténèbres. Ils ont joué un rôle important. Je dis pas qu'ils n'ont pas joué un rôle important. Je dis pas que Ron n'a pas été important. Je dis pas qu'Hermione n'a pas été importante. Mais la plupart des combats qu'a mené Harry, je me répète, comme une vieille femme, il était seul. Donc, petit bilan final, Harry Potter et l'enfant maudit est plus une fanfiction qui ne respecte pas l'univers, pour moi, hein, c'est mon avis, comme d'habitude, c'est mon avis à moi. Harry Potter et l'enfant maudit est une fanfiction qui ne respecte pas l'univers et les personnages, qui est dénuée de saveur pendant une bonne partie du récit et qui ouais, vaut le coup pendant 6 pages, 7 pages, le temps du deuxième monde parallèle, et qui doit fonctionner sur scène parce que c'est un spectacle de magie, donc forcément on se doit en prendre plein la gueule avec les effets spéciaux, quand ils se mettent à voler, quand il y a... ça m'a déçu. Ça m'a vraiment, vraiment déçu, mais salement, quoi, au plus profond de mon cœur. Donc je vous le conseille pas en l'état. Je vous le conseille pas à 21 balles. Beaucoup trop cher.
beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'ai pris un peu de retard sur la 14e chronique du lecteur que je voudrais consacrer à Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc ce sera une review de la saga complète, pas tome par tome. Mais je suis en train de lire le tome 3 et j'ai pris un petit peu de retard dans ma lecture. Donc je pense que je l'écrirai courant décembre et qu'elle sera prête avant le 20 décembre. Je pense, j'espère de tout cœur. Concernant le concours, j'ai commencé à chercher des sponsors parce que je vais vous offrir des livres. Oh, dis donc, qu'est-ce que je suis demandé ce matin. Je vais vous offrir des livres, donc je vais vous offrir mes livres, des livres que j'ai écrits moi, donc ce sera James Mallory tome 1, James Mallory tome 2, ainsi que Inséparables, le recueil que j'avais écrit avec Romain Gors. J'aimerais bien vous offrir quelque chose de cool, donc j'ai contacté Webedia qui fait la Woodbox, vous savez, ces boîtes où il y a plein d'objets geeks dedans, il y a plein d'objets geeks, il n'y a pas d'objets à la con, ils m'ont dit non. Bon, bah c'est pas grave, hein, je vais bien trouver quelque chose d'autre à vous offrir à côté, si je réussis pas, bah ce sera des livres. Je suis en train de réfléchir, peut-être que j'ai acheté un livre dont je vous parlerai ce jour-là, ou je sais pas, bon, on verra, on va s'arranger, on va s'arranger. D'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique du lecteur, et vous souhaite d'agréables lectures.